sommes vendredi 28 juillet 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu et bienvenue dans ce nouveau numéro du Forum de la presse, le décryptage de l'actualité de la semaine avec des confrères des médias de Niamey. Dans ce numéro, il sera d'abord question du coup d'État militaire du mercredi 26 juillet mené contre le président Bazoum Mohamed. Nous parlerons de la décision par arrêté du ministère du Commerce en date du 21 juillet 2023 d'interdire jusqu'à nouvel ordre l'exportation des céréales de base que sont le mil, le riz. Enfin, la fête de Bianou qui se tient depuis le 26 juillet à Agadez, une fête de promotion de la culture de la région d'Agadez. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Maïmouna Diado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir Maïmouna. Bonsoir Nafissa. Ousseini Issa, journaliste indépendant également. Bonsoir. Bonsoir Nafissa. Armi Abba, journaliste à la radio alternative. Bonsoir. Bonsoir Nafissa. Je suis Nafissa Adam Sirfo à la modération. Bonsoir à tous et bienvenue, chers invités. La ville de Niamey s'est réveillée mercredi 26 juillet 2023 avec une situation confuse. Certains parlaient de mutinerie de la garde présidentielle et d'autres de tentatives de coup d'État. Voyons ce qu'a été la journée du mercredi 26 juillet avec notre reporter Farid Bourema. Depuis 6 heures du matin, une situation confuse entoure la présidence du Niger. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé? En effet, tôt ce matin, des informations faisaient état du blocage d'accès à la présidence de la République du Niger. Vers 8h30, la rumeur du coup d'État a envahi la ville de Niamey et les réseaux sociaux. C'est la recherche de l'information qui commence et selon plusieurs sources nationales et même internationales, il s'agit d'un mouvement d'humeur de la garde présidentielle. Vers 11h, d'autres informations parlent de la fin du mouvement d'humeur et le président Bazoum Mohamed est sorti en bonne santé ainsi que sa famille jusqu'à appeler ses proches pour leur dire qu'il est en bonne santé. Entre 12h30 et 13h, la situation a pris une autre tournure avec l'occupation de la devanture de la télévision nationale par les militaires et l'arrivée en masse de plusieurs autres militaires de la capitale. À l'heure actuelle, il est difficile de parler d'un mouvement d'humeur, d'une mutinerie ou d'un coup d'État tout simplement. Il faut noter que la ville est calme et les Niaméens et la population nigérienne en général restent auprès de leur poste radio pour comprendre exactement ce qui se passe. Avec les événements qui se déroulent depuis 6 heures du matin, la capitale nigérienne est restée calme. La population vaque à ses occupations quotidiennes. Les commerces, le grand marché de la capitale ainsi que le marché Wadata sont ouverts et animés. Les banques sont également en activité. Les alentours de la télévision nationale sont toujours quadrillés par des hommes en armes. Aussi, la sécurité de la base aérienne 101 de Niamey a été renforcée. Vers 15h30, l'ambassade de France à Niamey dément les rumeurs faisant état d'une médiation entreprise par l'ambassadeur de France au Niger suite aux événements en cours de la capitale nigérienne. Après donc une journée confuse, en fin de soirée de ce mercredi 26, des militaires ont affirmé avoir renversé le régime du président nigérien Mohamed Bazoum dans une déclaration lue par leur porte-parole à la télévision nationale au nom d'un Conseil national pour la paix, pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Un acte selon eux motivé par la dégradation continue de la situation sécuritaire au Niger. Alors, je commence par vous, Monsieur Ousseini Issa. Vous êtes journaliste indépendant. Que dire vraiment sur cette situation qui prévaut actuellement? Bon, mais que peut-on dire de la situation qui prévaut actuellement? On connaît maintenant le dénouement, n'est-ce pas? C'est vrai, la journée du 26 juillet a été une journée très mouvementée, riche en rumeurs. Les plus folles, les plus fantaisistes, sur les réseaux sociaux. Chacun allait de son commentaire, souvent, les gens restaient dans leur chambre pour envoyer n'importe quoi. Voilà, c'est à quoi on a assisté toute la journée. Mais il n'y a pas eu, malheureusement, heureusement, il n'y a pas eu cette psychose parce que les activités ont tourné normalement, les marchés et tout. La seule zone qui était peut-être dangereuse, si je peux m'exprimer ici, c'était peu la zone présidentielle. Et là également, c'est qu'il n'y avait pas. Mais c'est par la suite que ça s'est dégradé. Mais dans tous les cas, dès lors que, on a appris que c'est la garde présidentielle qui avait, qui avait pris les choses au niveau de la présidence. On s'est dit que ça va être difficile pour que ça puisse se terminer en beauté. La question que les gens voulaient savoir, mais c'est quoi?
Est-ce pour des revendications matérielles? Parce que quand on a parlé de mutinerie, les gens se sont posés plein de questions. Ils se sont posé aussi la question de savoir, mais parmi toutes les forces spéciales, quand même, c'est une force particulière du point de vue de l'entretien et tout. Qu'est-ce qui peut bien amener cette garde présidentielle à s'en prendre directement à la personne dont ils sont censés assurer la sécurité? Et c'est à partir de là qu'on a compris effectivement qu'il y avait quelque chose. Mais il ne faut pas perdre de vue aussi qu'en amont, c'est qu'il y a la rumeur qui a couru selon laquelle le président s'est apprêté à limoger le chef de corps de la GAC, n'est-ce pas? C'était des rumeurs non officielles. Voilà. Non officialisées. Il avait un conseil national de sécurité. Et c'est à partir de ce conseil national de sécurité que la rumeur a commencé à circuler. Bon, bien évidemment, les gens ont vite fait le lien, n'est-ce pas? Quand on sait que le monsieur en question, c'est que dès l'arrivée de Bazoum, il y a eu une première tentative de le faire partir. Mais malheureusement, ça n'a pas prospéré parce que c'est quelqu'un de très proche de l'ancien président de la République, dont il a assuré d'ailleurs pendant les 10 ans comment dirais-je la sécurité. Voilà, mais en fin de compte, comme on avait dit, le bruit a continué toute la journée jusqu'en début de soirée quand on a vu la sortie des militaires à la télévision. La sortie des militaires. Bien avant la sortie des militaires, on a vu la MRN sortir pour dire que le président est en sécurité est bien important ainsi que sa famille. On a compris que les carottes étaient cuites. Effectivement. C'est une façon de dire qu'ils ne sont pas prêts à accepter ça, mais avec l'armée, que peut-on? Une fois qu'ils posent cet acte, et surtout quand on sait que l'image de ce régime, c'est une image véritablement écornée. Parce que ce n'est pas évident, même s'ils appellent les gens à la mobilisation, ils ont tenté dans l'après-midi une mobilisation qui a été vite dispersée. Quelques centaines de personnes qui ont voulu manifester. Et puis en région également, en région, sur les réseaux sociaux, on les a vite dispersés. Il n'y a pas eu, comme avait dit, un engouement. C'est quelque part, c'est comme si les gens ont accepté le fait accompli. Et ils ont même quelque part, c'était un ouf de soulagement pour beaucoup de citoyens nigériens. Il ne faut pas se le cacher. Mais d'aucuns disent que c'est un coup d'État surprenant. Oui, mais bien évidemment que c'est surprenant à partir du moment où c'est la garde présidentielle même qui a perpétré l'affaire. N'est-ce pas? Il n'y a pas eu de coup, il n'y a pas eu une force qui est venue de l'extérieur. Les forces qui sont venues de Walamé et de Dosso, c'est par la suite qu'ils sont arrivés. Et quand on a cherché à savoir de quoi ils ressortent, ils étaient venus en renfort, ils ont été appelés. Moi, personnellement, j'ai touché un officier supérieur qui m'a fait comprendre qu'ils ont été appelés par les mutins. Pour venir un peu, il fallait se concerter, avoir, comment dirais-je, la position, le rapport de force nécessaire. Dans tous les cas, il n'y a plus de casernement militaire fort ici à Niamey. Toutes les casernes ont été dispersées en région. On les a vus, ils étaient à la devanture de la télévision un peu partout. Oui, bien sûr, c'est ceux qui sont venus en renfort. Sinon, au niveau de la télévision nationale, c'est d'habitude la garde nationale qui assure, comment dirais-je, la sécurité. D'accord. Alors vous, Maimouna Diado, comment avez-vous accueilli cette information? Comment vous l'avez vu? Oui, Nafisa, j'ai accueilli l'information comme tous les citoyens, parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à cette situation. Et comme les autres citoyens aussi, on était accrochés à chercher l'information, à la recherche de l'information pour savoir ce qui se passait réellement. Parce qu'il ne faut pas se cacher la face, c'est que tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, les gens se nourrissent de ça. Et malheureusement, des fois, on passe à côté, ne sont pas crédibles. Donc, c'était ça. Et ce qui m'a encore un peu, c'est vrai, surpris, quand j'ai entendu que c'est la garde présidentielle elle-même qui était au devant de cet agissement, je me suis dit, ok. Donc, il faut s'interroger alors. Si c'est la garde présidentielle, ça veut dire qu'il y a vraiment anguille sous roche. C'est pas normalement parce que les gens se rendent compte qu'il va être limogé. C'est ça le fondement de l'acte qu'il a posé. Je me suis dit que peut-être ça va au-delà de l'acte en tout cas, parce que pour être limogé, je ne vois pas le problème. Quand tu dois aller à la retraite, mais c'est bien normal qu'on te mette à la retraite. Mais là, ça veut dire qu'il y a un autre problème que nous autres Nigériens, nous ne savons pas. Justement, eux seuls détiennent la vérité sur ce qui s'est passé réellement. Mais voilà, mais il faut être soulagé aussi. On s'est également inquiété
par rapport, parce que nous savons les coups d'État, comment ça se passe. Mais malheureusement et heureusement pour nous, heureusement pour le peuple nigérien et la population de Niamey, il n'y a pas eu de tir, il n'y a pas eu de bain de sang. Tout s'est arrangé et tout a été étudié minutieusement pour pouvoir épargner, en tout cas, ce qu'il faut épargner aux citoyens. Ce n'est qu'en début de la matinée du jeudi où les jeunes qui sont sortis manifester, la situation a un peu dégénéré. Avant cette matinée, il y a eu quand même un rassemblement de quelques militants du PNDS Tareya qui étaient vraiment sortis pour aller pouvoir soutenir le président de la République, Mohamed Bazoum, mais malheureusement, au niveau donc du rond-point hôpital, ils ont été dispersés par des tirs et d'autres se sont vus blessés. C'est vrai, nous avons vu ça. Mais ce matin, il y avait un calme total qui était là. C'est vers les environs de 10h, 11h, voire midi, dans la matinée de ce jeudi, du jeudi, que nous avons vu comment les citoyens, les Nigériens, les quelques populations citoyennes se sont rassemblés devant le bureau, le siège du PNDS Tareya pour faire ce qu'ils ont fait, profiter de cette situation pour saccager les bureaux, saccager et brûler également les voitures qui étaient à la devanture donc, de ce siège. Et il faut condamner ça. Malheureusement, ce n'était pas bon, vraiment, parce que c'est une situation que nous vivons. Moi, je pense qu'ils étaient tellement agités, ils ont profité de la situation aussi. Donc, ce qu'il faudrait retenir maintenant, c'est que maintenant, c'est fait. Nous savons maintenant que c'est les militaires qui ont le pouvoir à main. Ce qu'il faut maintenant se dire, qu'est-ce que demain sera fait. Justement, Arimi, c'est ça aussi. Selon vous, quelle sera la suite vraiment des événements? Voilà. Écoutez, il faut d'abord retenir que la junte a fait déjà 3 communiqués. Et tous les communiqués ont été signés par le chef, le président, le chef de l'État. Mais on ne nous a pas dit encore qui est-ce. Je crois que la prochaine... et c'est extrêmement important. C'est ce qu'attendent les Nigériens. Voilà. Donc la prochaine étape, c'est cela. Mais maintenant, moi, par rapport à ce coup d'État, je dirais que oui, j'ai été très surpris. Je n'ai pas vu venir du tout. Comme beaucoup de Nigériens. Bon, c'est un coup d'État, c'est peut-être normal. Mais compte tenu de notre travail et tout, on devait au moins soupçonner. Il y a eu des moments où, d'une heure à l'autre, du jour au lendemain, on s'attendait à ce qu'il y ait ce coup d'État. Il n'y a pas eu. Et c'est à un moment où tout était apparemment calme que boum, ça frappe. Maintenant, je dirais que c'est le fruit vraiment des mauvais attelages du régime du PNDS, n'est-ce pas, qui est à l'origine de ce coup d'État. Tout simplement parce que un chef d'état-major particulier du président de la République est resté pendant 10 ans avec le président sortant. Et quand le nouveau président est venu, le même a poursuivi. Ça veut dire que celui-là, tant qu'il veut, il peut prendre le pouvoir. Et voilà, c'est ce qui est parvenu, parce que c'est quand même, ce sont ces éléments qui ont fait le coup d'État-là, même si lui, jusque-là, on ne l'a pas vu et on n'a pas entendu que c'est lui qui sera désigné ou pas. Ça, c'est une erreur monumentale. L'autre erreur que je relèverai, peut-être qu'il faut mettre au crédit de la démocratisation de notre pays, c'est que les dirigeants du PNDS ont pensé aujourd'hui, n'est-ce pas, pouvoir tranquillement se rassembler au niveau de leur parti, n'est-ce pas, au niveau du siège de leur parti et faire une déclaration. Je pense que c'était trop risqué. C'est peut-être courageux, c'est peut-être croire à la démocratisation et tout. Déjà, hier, il y a eu une manifestation qu'ils ont organisée, ce qui n'est pas mauvais au fond. C'est encore croire à la démocratie, aux manifestations de rue et tout, même si ce régime a malheureusement brillé aussi par son incapacité à accorder logiquement, vraiment légalement, la possibilité à la population de manifester. Parce que depuis 12 ans, justement, toutes les manifestations publiques ont été aussi interdites. Ceci étant, c'est le premier
Oui, sans vous couper la parole, surtout que dans un communiqué, la junte même avait suspendu toute activité, politique. Voilà. Donc, il n'aurait pas dû donc. Oui, mais donc je dirais que c'est peut-être on va vers une certaine démocratisation, mais comme on dit, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Vous avez vu, on a assisté en 20 ans, en 30 ans vraiment à beaucoup de coups d'État dans notre pays. On a vu le coup d'État contre le président Maman Ousmane, en plein midi, au vu et au su de tout le monde. Il n'y a rien qui s'est passé par la suite. Puis son tombeur, lui aussi a été fauché à l'aéroport international de Niamey, même assassiné. Mais le lendemain, on l'a amené chez lui à Doumega, mais les rues de Niamey étaient carrément désertes. Peut-être il y avait encore une certaine peur. Puis, il y a eu le coup d'État quand même contre le président Tanja, n'est-ce pas, qui, il ne faut pas se le cacher, quand même avait encore de la popularité et tout, n'est-ce pas. Mais rien, absolument rien ne s'est passé. Cette fois, on se rend compte que peut-être les gens croient un tout petit peu à la rue. On a vu en même temps des manifestations pour soutenir la junte, mais aussi des manifestations pour ceux qui tiennent le président qui vient d'être arrêté. Donc voilà, c'est des leçons qu'il faut tirer. Et toujours est-il que vraiment, ceux qui ont fait ce coup d'État-là, tant qu'ils veulent le faire, ils ne peuvent pas le rater. Parce qu'avant eux, beaucoup ont été arrêtés, mais ils ont tellement eu du tact, et la grande muette a réellement joué son rôle, de telle sorte que rien n'a fuité, on n'a pas vu venir, et quand ils ont frappé, le président était déjà entre leurs mains. Alors, les défis sont énormes pour cette équipe militaire qui va diriger la transition. Ousseini, que doit-on attendre d'eux? Le premier défi d'abord, c'est de pouvoir résister à la pression de la communauté internationale. On voit bien déjà les communiqués commencent à fuser de condamnations. Il y en a qui vont jusqu'à dire qu'ils n'ont qu'à retourner dans les casernes, mais bon, ça vraiment c'est des condamnations de principe. Il y en a qui menacent, mais à partir du moment où ils ont les choses en main, je vois mal quelqu'un déposer les armes parce qu'ils savent ce qui les attend, ce qui les attend. On a vu avec les autres soldats qui n'ont même pas réussi l'acte, on a vu un peu les condamnations dont ils ont écopé. Il y en a qui ont été carrément limogés, radiés de l'armée et tout et tout. Mais à partir de cet instant, et c'est souvent ces genres d'exemples qui font que les gens, quand ils réussissent, ils durcissent leur position. Parce qu'ils ne peuvent pas prendre le risque aujourd'hui. Quelle que soit la pression qui va être exercée sur eux, ils vont maintenir le cap. Parce que tout simplement, ils savent que c'est ou eux, alors, ils vont rester. Donc, ils n'oseront pas prendre le risque. Maintenant, non, mais ils ne vont pas prendre ce risque. Il faut être quand même, comment dirais-je. Mais ils ont vu. Au Mali, quand ça s'est produit une fois, on a vu comment le soldat qui a fait le coup d'État, comment il a fini. Alors, Sanogo, on a vu comment ça a fini. Il ne peut pas, aujourd'hui, moi j'ai dit, c'est l'agitation de la communauté internationale. Bon, et surtout que quelque part, ils ont quand même un soutien réel des populations. Parce que les populations sont frustrées de la gestion de 10 ans, de ceux qui sont au pouvoir, qui sont là au pouvoir grâce à la démocratie, mais qui ont créé les conditions pour que la démocratie soit une démocratie selon leur vision. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de liberté. Tant que vous êtes de l'opposition ou tant que vous êtes, comment vais-je dire, une association de civils, vous n'avez pas le droit de manifester pour dénoncer. Même quand vous dénoncez, souvent, on vous étiquette comme étant, comment vais-je dire, des ennemis. Ils sont arrivés jusqu'à ce stade-là, à partir de ce moment. Et sans compter, quelque part, l'arrogance qu'ils ont développée. En même temps qu'ils posaient des actes, il y avait l'impunité, la corruption et tout. Les gens se sont vachement enrichis, mais ils considéraient que les autres citoyens et tout ne pouvaient pas, et dans tous les cas qu'ils avaient verrouillé, et comme avait dit, et que c'est eux qui vont continuer à gérer. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que, bon, ils vont mettre en place progressivement le dispositif, un gouvernement de transition. Certainement, toutes les institutions qui ont été dissoutes là, ils vont mettre des mécanismes, des institutions, transitoires en place pour pouvoir organiser progressivement et puis prendre des délais. À partir de quel délai on peut reprendre les choses? Quelque part, dans le communiqué, le premier communiqué, ils n'ont pas parlé de dissolution de la Constitution, mais de fait, la Constitution est dissoute à partir du moment où toutes les institutions de la 7e République sont... Ça veut dire qu'on va passer à une 8e République qui implique
Beaucoup de défis. Oui, beaucoup de défis, bien évidemment, parce qu'ils ont invoqué la question sécuritaire, n'est-ce pas? Mais également la malgouvernance. Ça veut dire qu'ils vont prendre, c'est sûr, ils vont pas se contenter juste de les débarquer et puis laisser les gens aller manger tranquillement leur argent. Ils vont demander des comptes à ces gens-là, ceux qui se sont enrichis vachement en narguant les citoyens. Certainement qu'ils vont mettre des mécanismes en place parce qu'il y a eu l'enrichissement illicite de l'État. Et sans compter tout ce à quoi on a assisté, les détournements massifs, qui ont été mises la gabégie, des choses qui ont été mises en évidence, mais qui ont toujours, comme avait dit, minimisé. Pour eux, c'est comme ça, c'est naturel parce qu'ils sont au pouvoir. C'est sûr, ils vont mettre des choses en place pour pouvoir restaurer l'État dans ses droits, mais également la question sécuritaire, ils vont mettre en place des mécanismes parce que certainement, ils ne sont pas d'accord avec la façon dont le politique a géré la question sécuritaire. Parce que souvent, j'ai entendu des gens dire non, mais c'est des militaires. Mais le militaire, il présente quoi quand il n'a pas les moyens pour faire efficacement face à l'ennemi. Merci. Vivement donc la stabilisation de cette situation et notez que les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à la stabilisation de la situation. Un couvre-feu aussi est instauré à compter du mercredi de 22h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire jusqu'à nouvel ordre. Alors, nous passons au deuxième sujet du forum de la presse. Le Niger décide d'interdire jusqu'à nouvel ordre l'exportation des céréales de base suivantes, le mil, le riz paddy, le riz blanchi. La décision a été prise à travers un arrêté du ministère du Commerce en date du 21 juillet et ceci pour assurer l'approvisionnement régulier du marché national. Les agents du ministère, les agents des douanes et les forces de défense et de sécurité sont instruits de constater et réprimer les infractions aux dispositions de l'arrêté conformément au texte en vigueur au Niger, a conclu le communiqué. Alors Arimi, est-ce que vous êtes au courant de cette décision Si. Et que pensez-vous d'elle? À mon avis, c'est comme d'habitude. Les gens oublient que nous ne sommes pas sous la colonisation. À cela, l'interdiction d'exporter les céréales, il fallait tout simplement, à mon humble avis, sensibiliser les paysans. En quoi? En leur disant que dans le pays, il y a un besoin réel qui est là. Nous ne sommes pas autosuffisants, n'est-ce pas? Gardez et vendez ça à nos concitoyens. Maintenant, je sais une chose, ce n'est pas le paysan qui produit, qui l'exporte. Parce que le riz paddy, le riz blanchi nigérien est assez prisé, n'est-ce pas, sur le plan sous-régional, parce que tout simplement, c'est du produit bio. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'en manger. Et donc, le pauvre paysan nigérien qui n'en est pas producteur n'a pas peut-être aussi les ressources pour se l'acheter régulièrement et manger ça. Et donc, pourquoi pas, comme sous le président Tanja, l'État du Niger rachète, n'est-ce pas, toutes les productions locales, n'est-ce pas, et le revend par l'entremise de l'OPVN, n'est-ce pas? Quand il faut réprimer, modérer par exemple, parce que ça s'impose, vu le retard accusé déjà par la saison de pluie, on espère que ça va durer jusqu'en octobre, peut-être et les paysans pourront récolter, mais même dans ce cas, on a toujours des poches de déficit où il faut vendre à prix modéré et peut-être même parfois, comment on appelle, distribuer. Et pourquoi l'État ne fait pas sien vraiment cette possibilité-là que de se contenter de dire, de réprimer? Ça fait un peu colonial à mon sens. Vraiment, il faut aller doucement avec les gens. C'est d'abord leur production, n'est-ce pas? Ils vont vendre ça là où ils veulent. Tu peux mettre des taxes de douane élevées pour protéger les produits nationaux, mais c'est tout ce que tu peux faire. Il n'y a pas à réprimer, ce n'est pas de la drogue. Mais Mouna, êtes-vous d'avis, est-ce que même vous pensez que le Niger produit même assez pour les Nigériens, même pour les besoins nigériens? Mais Nafisa, c'est là la question, c'est là qu'il faut se poser la question. Est-ce qu'il y a suffisamment de production pour pouvoir empêcher, en tout cas, de l'exporter même? C'est-à-dire que pour nous-mêmes, ce n'est pas suffisant. Ce que nous sommes, on est obligé aujourd'hui de faire venir
le mil du Bénin ou le mil du Burkina pour pouvoir faire face à l'insécurité alimentaire dans notre pays. Donc ça veut dire qu'au lieu de prendre cette décision, il aurait fallu d'abord penser à faire plus de production. C'est-à-dire à baisser le coût de l'engrais, donner les moyens nécessaires aux producteurs pour que ces producteurs puissent au moins produire en quantité et en qualité suffisante, pour que tout le monde puisse en avoir. Mais aujourd'hui, quand vous regardez le riz du Niger même, regardez, quand il suffit tout simplement des inondations pour qu'on ne puisse plus avoir la quantité, même la petite quantité que le producteur arrive à avoir avec la saison pluvieuse, ce n'est pas possible d'avoir cette petite quantité. Donc, moi, je me dis que vraiment, ils pensent faire bien, alors que de l'autre côté, ils sont en train de faire en sorte que ces producteurs aussi ont besoin de vendre leurs récoltes pour pouvoir subvenir à d'autres besoins. Donc, est-ce que ces producteurs, le prix que vous voulez que ces producteurs-là vendent leurs produits aux Nigériens, est-ce que ça serait suffisant pour ce producteur-là, au vu et au su de tout ce qu'il a investi comme semences, engrais et tout pour pouvoir avoir le riz? C'est ça aussi. Hussein Issa, en dehors de cette décision, selon vous, sur quoi même l'État doit mettre l'accent pour la sécurité alimentaire ici au Niger, de par les interventions avec les... L'État doit mettre l'accent, mais la production. Oui. Il faut booster la production. On a connu les 3 ans pendant 10 ans, mais on n'a pas vu un changement quelconque. Parce que tout simplement, les paysans à la base n'ont pas été soutenus véritablement. C'était juste des slogans, c'était juste des statistiques qu'on compilait. C'était des ouvrages qu'on réalisait, qu'on faisait. C'était ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, qu'on se lève un bon matin pour dire non, importation. J'ai vu un commentaire de Hama Hamadou, qui a été l'ancien DGI. Il s'est étonné. Il dit, mais depuis quand? Lui, il a consulté récemment, comment dirais-je, comment on appelle ça, la balance commerciale du Niger. Oui. Mais il n'a pas vu une seule trace de rentrée de devises à partir des céréales que le Niger exporte. Il n'en a pas vu. Alors, ça c'est... Non, mais il n'y en a pas. Oui. Mais nous ne produisons même pas suffisamment. En dehors du Guinée, il n'y a pas. Le mil, le sorgho, tout ça, on importe du Burkina, on importe quelque part du Bénin, du Nigeria également. N'est-ce pas? Voilà les 3 pays. Mais qu'est-ce qui explique cela? C'est le manque d'appui? Mais parce que tout simplement, il y a les aléas climatiques qui sont là, mais il n'y a pas l'appui pour pouvoir booster la production. Parce que les gens ont tendance à considérer, non, les petits paysans là, tout ce dont on parle là, eux, ils ne voient pas. Les petits paysans qui travaillent avec l'air d'abord, c'est toujours avec les mêmes instruments aratoires pour produire quoi? Dans des sols complètement lessivés, sans engrais, parce qu'ils n'ont même pas accès à l'engrais parce que ça coûte cher. Alors, à partir de ce moment, moi je dis c'est un faux fiat. Le véritable problème, c'est qu'ils ont fait sortir ce communiqué parce qu'on a des difficultés d'importation avec la fermeture, avec les difficultés sur l'axe et Burkina Faso, qui est un des principaux, voilà, qui fait rentrer, y compris les marchandises, les vivres et tout. Les gens ont l'habitude de voir des camions qui ont été brûlés par les djihadistes et tout. Voilà un peu, moi j'ai dit, c'est quelque part ce qui a motivé cette décision. Mais dans tous les cas, les mesures qu'ils ont édictées là, ça ne peut pas empêcher à ce que les gens vendent. Du côté, les frontières du Nigeria, tous ceux qui sont vers Maradi, qui sont vers les commerces entre le Nigeria et Maradi, entre Zender, entre Difa, et c'est le commerce qui existait depuis fort longtemps. Les commerçants du Niger viennent les jours de marché, ils achètent des quantités de mil qu'ils amènent chez eux, comme les Nigériens aussi ont l'habitude d'aller vendre là-bas. Moi, je dis, ça, c'est comme un cheveu dans la soupe. Ils n'ont pas de quoi dire, ils ne savent pas comment faire parce qu'ils craignent une pénurie. Aujourd'hui, avec cette situation qu'on vit avec le Burkina, voilà ce qui a motivé cette décision-là. Ils auraient mieux fait de prendre des mesures pour contenir un peu l'inflation, la flambée des prix. Alors, aujourd'hui, le salaire de 1000, ça fait combien, vous savez? Autour de 27 000, 28 000. C'est assez élevé pour le pauvre Nigérien. C'est à la portée de combien de paysans? Alors, ça pose un sérieux problème. Le sac de maïs, ce sont les aliments que les gens consomment beaucoup dans les campagnes. Le sac de maïs va jusqu'à 32 000, 33 000.
Alors, à partir de ce moment... Écoutez, un défenseur des droits des consommateurs qui disait que ça tourne autour de 40 000 carrément. Alors, mais à partir, au lieu de créer les conditions pour contenir, parce que dans tous les cas, les maïs, tous ces denrées alimentaires, nous prenons le riz, on sait, 80% de ce que nous consommons proviennent des pays asiatiques, n'est-ce pas? Mais Armi, est-ce que vraiment même il y a d'autres alternatives que ces producteurs peuvent adopter pour faire face à cette situation peut-être? Mais écoute, c'est comme ce que Hussein vient de dire, il faut booster la production familiale. Parce que moi, je ne crois pas trop à la forme production qu'on nous miroite depuis un certain temps. Il y a des vidéos qui circulent. Qui peuvent être basés sur l'expropriation des terres, qui peuvent amener les paysans à perdre leurs terres et tout. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je pense qu'il faut booster la production familiale. Aujourd'hui, nous avons des régions où le champ familial est réduit à des travaux d'une journée ou de 2 journées pour la famille parce que les terres sont tellement morcelées qu'il n'y en a pas. Et les superficies qui existent ou sont laissées, au pâturage des animaux ou sont carrément la propriété de l'État. Et donc, vraiment, il faut donner des terres aux paysans, leur donner les moyens de cultiver ces terres-là. Pourquoi on ne ferait pas chaque Nigérien un champ? Nous avons tellement d'espace, n'est-ce pas? Et l'État doit soutenir ça. Quand on me dit non, c'est 16% du budget national et c'est suffisant, ce n'est pas suffisant tant que les gens ont faim. C'est comme l'école. Quand on dit que non, on a mis 19%, ça n'a pas servi à grand-chose. Est-ce que ce qu'on a mis là a atteint nécessairement, vraiment, réellement où est-ce que ça doit aller? Voilà les cibles. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait notre propre politique agricole. Et ce n'est pas des politiques que tu comprends à peine qu'on fait des forums pour développer et qu'on met dans les tiroirs et on parle. Non, vraiment, c'est des politiques nationales basées sur vraiment la cible qu'est le paysan. Qu'est-ce qu'il va gagner à partir de ça? En quoi ça va booster notre production agricole? C'est de cela qu'il s'agit. Et je pense que c'est possible. On le voit, certains producteurs migrent vers la culture de contre-saison. Oui, il y a la culture de contre-saison, mais aussi beaucoup vers des cultures maraîchères. Par exemple, dans la zone de Difa, c'est ce que j'ai constaté, de moins en moins, les gens font du mil. Ils font, comment il s'appelle non, pas l'oignon, c'est un peu une culture pluviale avec les petites graines. Le sésame que les gens font. Parce que le mil, qui est déjà considéré comme une culture bien adaptée chez nous et tout, mais le sésame est moins exigeant encore. Les gens se sont mis et ils disent que si tu cultives ton champ, tu peux t'acheter 2 fois, 3 fois plus de sacs de mil que quand tu cultives ce que tu peux avoir avec le mil. Et donc, il faut accompagner. Les gens veulent travailler. Tous ces jeunes où on dit qu'il n'y a pas de travail, machin, en fait, c'est l'argent qu'ils n'ont pas. Et l'agriculture, c'est aussi ça. Une vraie politique agricole, c'est tout simplement ça. Nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre ce débat. Dernier sujet de ce rendez-vous, les festivités de la fête du Bianou ont débuté le mercredi 26 juillet à Agadez. La ville entière et ses environs célèbrent cette manifestation culturelle et religieuse aux allures carnavalesques. 2 groupes de danseurs, dont ceux du quartier Est et Ouest de la ville, chacun à sa tête un tambari, animent le Bianou, la grande fête de la musique, de la danse et de la beauté. Hussein Issa, que pouvez-vous nous dire davantage sur cette fête? Comme vous l'avez dit, c'est une fête séculaire dans la région d'Agadez, n'est-ce pas? Oui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, malgré pratiquement le temps, le temps n'a pas eu raison de cette fête qui continue à être marquée, et vraiment. Les festivités, je ne sais pas si ça dure sur 3 jours où il y a des danses pratiquement. Avant même le lancement officiel, pendant une semaine, les festivités. Oui, bien évidemment. Oui, bien évidemment. J'ai dit c'est quand même un trésor à conserver, c'est une bonne chose. Parce qu'on a vu beaucoup de choses se perdre dans ce pays-là, des valeurs culturelles qui ont disparu, mais on constate quand même que. Et comment dirais-je, cette fête, cette valeur culturelle-là continue et les gens s'accrochent toujours à ça. Et c'est une bonne chose parce que ça donne une autre image du pays, ça donne un peu des dimensions peut-être méconnues
moi je dis quelque part, c'est déjà ça pour le pays. Et ça déjà redonne ça aussi. également une image à la région d'Agadez. À la région, c'est une spécificité de la région d'Agadez, oui, bien évidemment. Une zone touristique, mais une zone également où la religion est très ancrée, comment dirais-je, dans la mémoire, au sein des populations. L'islam est très ancré au sein des populations. Moi, je dis, quand même, bon, certainement, c'est parce que les populations tiennent à ça. Je ne sais pas, c'est eux-mêmes qui l'organisent à leur façon, avec un peu d'accompagnement. Mais le plus souvent, voilà, l'État n'est pas tellement impliqué, alors que l'État devait apporter son appui pour que ça puisse avoir un éclat encore plus important chaque année quand c'est célébré. Vous, Maimouna, quelle est la portée de cette fête pour les ressortissants d'Agadez et même pour tous les Nigériens? Mais sa portée, c'est que c'est ancestral d'abord, et c'est des coutumes, c'est une coutume aujourd'hui, et ça fait réunir, en tout cas autour donc de cette fête-là, c'est pas uniquement ceux qui sont à Agadez qui viennent participer, ça permet de les consolider, ça permet aujourd'hui d'être ensemble, ça permet de se connaître, de se côtoyer autour donc de pendant ces 3 jours-là ou bien une semaine que ça va prendre. Et ça permet la cohésion, oui, ça renforce la paix, la cohésion dont nous en avons besoin. Ça veut dire qu'il y a beaucoup donc d'aspects, en tout cas, que régénère cette fête culturelle, c'est que ça reflète également l'image donc de cette population d'Agadez, et ça veut dire que tout simplement, au-delà d'Agadez, il faut également essayer de voir pour d'autres cultures comment est-ce qu'il faut les valoriser. Il faut continuer à valoriser la culture tout en laissant cette culture dans le cadre où il se trouve actuellement et renforcer peut-être, ne serait-ce que augmenter ou amener quelque chose qui pourrait être modernisé un peu, mais pas beaucoup, mais donner la possibilité aussi qu'un commerce se développe au moment où se tiennent ces festivités, cette fête-là. Ça permet également de régénérer de faire amener beaucoup de touristes, oui, et la population ou bien Agadez, Agadez peut en profiter, ne serait-ce que cette période-là, faire venir des touristes qui vont venir voir la culture, qui vont apprécier et qui vont se dire que au-delà de tout ce que nous entendons sur Agadez ou bien qu'on entend au Niger, il y a quand même cette culture de Bianou où c'est des danses traditionnelles, où c'est vraiment à des époques, ça permet également à ces jeunes filles de trouver des maris, pourquoi pas, de se faire convoiter. Et c'est vraiment bien, c'est vraiment bon. Et je pense qu'il suffit tout simplement de peut-être d'amener quelques retouches pour que ça soit encore, pour qu'on puisse donner plus d'éclat à cette fête-là. La fête de Bianou, donc, une fête à grande portée de par les activités qui sont pratiquées pour le renforcement de la paix, la sécurité. Plusieurs communautés se retrouvent donc autour des festivaliers, d'où la nécessité de mettre l'accent sur la paix et la quiétude, Arimi. Oui, la paix, la quiétude, quand même on parle de tourisme, en fait, c'est ce qui a fait que le tourisme a déménagé de chez nous, du Niger. C'est l'insécurité. Aujourd'hui encore, il n'y a aucun touriste qui peut aller suivre les festivaliers au risque de se faire enlever même à Agadez, malheureusement. Ceci étant, les fêtes de ce genre, c'est vraiment des choses que toutes nos communautés en ont presque. C'est vraiment le Bianou à Agadez, qui est une fête sociale, religieuse et même initiatique, parce que semble-t-il, il y en a une partie des festivaliers qui sortent même de la ville, qui font un séjour en dehors de la ville, et l'apothéose de la fête serait leur retour dans la ville. C'est ce jour-là qui est la fête. Voilà. Les femmes, les jeunes tout à fait. Voilà. Il y a aussi le Guérol, n'est-ce pas, chez les Peuls. Il y a aussi la fête du sel
la cure salée, n'est-ce pas, à Ingal. À Ningimi, ça fait des années, des dizaines d'années que ça n'a pas eu lieu, mais il y a ce qu'on appelait le Simaurom, qui est une fête culturelle extraordinaire, extraordinaire, qui mérite d'être vue. Avec le retrait du lac, ça s'est un peu arrêté, mais là, le lac est un peu revenu depuis quelques années, mais la fête là n'a pas repris parce que je suppose que tout ce qui constituait, qui contribue à réaliser cette fête-là, il n'y en a pas. Il faut beaucoup de chevaux, il faut beaucoup d'armachements, il y a beaucoup de ci, beaucoup de ça. Il faut les avoir, mais à petite échelle, c'est comme les combats de lutte traditionnels qui sont organisés au lendemain de la récolte, n'est-ce pas? C'est vrai que nous faisons de moins en moins de récoltes, mais la lutte est devenue aussi ce que nous voyons à la télévision. Voilà, donc c'est plein de choses. Et je souhaiterais que ça soit, par exemple, le Bianou soit... c'est valable pour toutes les autres fêtes, puisqu'elles ne se déroulent pas au même moment, que ça soit une fête nationale en termes vraiment de mobilisation de ressources, d'intérêt médiatique, n'est-ce pas, que à la télévision nationale, à n'importe quoi, on peut mettre J-, mais pour la fête aussi, on peut mettre J-, n'est-ce pas, expliquer à nos enfants à l'école, n'est-ce pas, et encourager les Nigériens à aller vers là-bas, n'est-ce pas? Il n'y a pas que chez nous, vraiment au terroir, qu'on doit aller, mais les enfants doivent aussi connaître. Moi, j'ai vu plein d'adultes, n'est-ce pas, à Niamey, qui n'ont jamais été à Agadez ou qui n'ont jamais été à Zender même. Et donc, et vice-versa. Vice-versa. Dans un village, il y a 3 ans, j'ai vu, il y a 300 km de Niamey, il n'a jamais mis pied à Niamey, quelqu'un. Et donc, tout ça, ce n'est pas des choses qui facilitent aussi, justement, le vivre ensemble. L'État doit pérenniser pérenniser, faciliter, et encourager vraiment les populations à aller vers. Parce que chacun va choisir après ce qui l'intéresse. Moi, j'ai dit, la prochaine fois, je vais voir le Bianou. Prochainement, c'est pour aller voir le Guerriol de Ver d'Akoro, ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est la cohésion nationale, l'unité nationale tient aussi au fait de se connaître, de se découvrir. Voilà, parce que c'est pas si simple, ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance d'étudier, de servir par-ci, par-là, aller avec les parents dans chaque localité du pays avant que les parents n'aillent à la retraite, ainsi de suite. Ça aussi, surtout que l'État s'est retiré dans de ce machin-là, parce qu'il y avait les fêtes scolaires, par exemple, les championnats scolaires. Moi, je connaissais tout le Niger avant de venir à Niamey déjà. Voilà, ce n'est plus le cas, par exemple. Donc, c'est aussi des créneaux qu'il faut, à mon avis, envisager, et voilà, pour vraiment mettre les Nigériens ensemble. Un dernier mot, Ousseini, pour que vraiment moi, je pense que c'est des fêtes, comme l'a dit Arimi, il y a beaucoup de fêtes qui ont disparu, n'est-ce pas? Parce que tout simplement, il y a un abandon. Même des fêtes je veux dire, des occasions de regroupement qui ont été initiées juste pendant la période Kounché. Par exemple, le Festival national de la jeunesse, n'est-ce pas? Qui permettait non seulement de réunir pratiquement les fils de 8 régions du pays, les jeunes de 8 régions du pays qui vont compétir dans un certain nombre de disciplines culturelles, chant, ballet, tout ça. Tout ça, ça a disparu. Malheureusement. Parce que tout simplement, les gens ont pensé que non, c'était politique pour inféoder la jeunesse et tout, alors que c'était un truc de brassage. Maintenant, ces fêtes-là, avec le temps, certainement, beaucoup de fêtes vont totalement disparaître parce que tout simplement l'État n'accorde pas beaucoup d'intérêt. On pense que c'est régionalisé, ça ne concerne que les gens de la région, alors que normalement on doit pouvoir créer les conditions pour que ça intéresse tout le pays, que les gens puissent se déplacer, par exemple que moi de Niamey je puisse me déplacer pour aller suivre ça. Mais il y a une condition, parce que tout simplement avec l'insécurité généralisée aujourd'hui, il faut que les conditions soient réunies. La situation telle qu'elle prévoit actuellement dans ce pays, ce n'est plus possible de pouvoir se déplacer comme c'était le cas. Voilà.
Il faut donc, on attend donc de l'État que ces genres de fêtes culturelles soient pérennisées dans nos régions pour le renforcement de la cohésion sociale. Et c'est ici donc que prend fin ce numéro du Forum de la presse. Nos remerciements à nos invités, Memouna Diado, journaliste indépendant, Ousseini Issa, journaliste indépendant également, et Arimi Abba, journaliste à la radio alternative. Merci, chers auditeurs et auditrices et téléspectateurs de Studio Kalangu. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le programme Jeunes, c'est samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de Tous à la Fada. Et les samedis et dimanches à partir de 18h15 les forums en langue Hausa et Zarma. La technique est assurée par Seni Saka, la régie vidéo Mustafa Yuba. Je suis Nefissa Adam Sirfo à la modération. Très bon week-end à tous.